je suis Isis du projet Les Nouveaux Travailleurs, ceux qui veulent trouver leur Ikigai pour être épanouis au travail. Il y a quelques temps, j'ai fait la découverte de ce fameux Ikigai et j'ai décidé de me lancer dans la recherche de comment est-ce qu'on fait pour trouver son Ikigai. Donc j'ai pris plusieurs livres et à l'issue de la lecture de ces 3 livres, j'ai proposé ma propre méthode pour trouver son Ikigai qui est disponible gratuitement sur le site lesnouveautravailleurs.fr. Et quelques temps après, il se trouve que je suis allée à un apéro organisé par des anciens de mon école autour de la thématique des ressources humaines et j'ai rencontré une personne là-bas qui m'a dit «Ah ben tu t'intéresses à l'ikigai? Ben, moi je connais quelqu'un qui a écrit un livre sur l'ikigai» et je me suis dit «Ok, est-ce que j'ai lu celui-là?» Et il se trouve que non, donc ça tombait bien parce que comme ça, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose l'interview de Caroline de Surani, qui est donc l'auteure du livre Mon programme Ikigai, qui est donc un livre dont je n'ai pas parlé puisque il ne fait pas partie de ceux que j'ai lus. Et donc je suis très heureuse que Caroline ait accepté de venir en parler et de venir parler aussi de sa vision de l'ikigai, de pourquoi elle a écrit ce livre et toutes les autres choses que vous allez découvrir dans l'interview. Bonjour Caroline, donc tu as écrit un livre qui s'appelle Mon programme Ikigai. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et pourquoi tu as souhaité écrire un livre sur l'ikigai? Alors, moi, j'ai fait énormément de métiers différents dans ma vie et on m'a beaucoup reproché d'avoir un parcours qui pourrait sembler incohérent. J'ai été animatrice radio, j'ai été blogueuse mode, attachée de presse, j'ai travaillé comme styliste, comme photographe. J'ai vraiment fait beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître vraiment partir dans tous les sens. Et quand j'ai entendu parler pour la première fois de la notion d'ikigai, j'ai trouvé ce concept génial. Parce que l'idée de mêler la joie de vivre au fait de se donner un but dans la vie, déjà c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. En France, quand on parle de but dans la vie, c'est toujours un peu sérieux, un peu déprimant, le sens de la vie, il y a quelque chose d'un peu lourd. Donc ça me parlait beaucoup, cette notion-là. Et surtout, quelque part, chercher mon ikigai, ça m'a permis de donner un fil rouge à tout ce que j'ai fait. Et finalement, de trouver que tout ça était très cohérent. C'est simplement une question de point de vue. Donc, j'ai eu envie de partager ça parce que je me suis dit qu'il devait y avoir des tas de gens comme moi qui étaient peut-être un peu perdus, un peu malmenés par leur entourage et qui auraient besoin d'y voir plus clair et de pouvoir faire le point et d'avoir des pistes pour mieux comprendre qui ils sont et pourquoi ils font les choses. Parce qu'en fait, j'ai découvert aussi avec cette notion-là que donner du sens à ce qu'on fait, c'est vraiment extraordinaire, mais même pour des toutes petites choses. Dans la vie quotidienne, donner du sens au fait de faire la vaisselle. Ça a l'air stupide comme ça, mais la vaisselle, c'est une galère, on n'a pas envie, etc. Mais si on réfléchit à pourquoi on le fait, pourquoi on fait ça plutôt que d'aller chez le traiteur et manger directement dans les plats, ou plutôt que d'aller au restaurant tous les soirs, ou plutôt que de racheter des assiettes neuves en jetant les anciennes à chaque fois, bah, du coup, on se donne une raison de faire la vaisselle. Et je fais la vaisselle parce que j'ai envie de manger chez moi, j'ai envie que ma cuisine soit propre, j'ai envie de manger dans des jolies assiettes que j'ai choisies, qui me plaisent, que j'ai pas envie de jeter après. Du coup, on a envie de faire les choses. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Et ça aussi, c'est vraiment libérateur. Donc voilà, j'ai eu envie de partager cette idée et d'aider chaque personne à donner du sens de manière aussi simple que cette histoire de vaisselle ou de manière beaucoup plus vaste, donner du sens à sa vie. Ok, donc en fait toi tu as cherché toi-même ton ikigai. Tu as passé combien de temps à faire ça et qu'est-ce que tu as utilisé comme outil
pour le trouver à cette époque-là? Alors, c'est un moment de grosse remise en question parce que, en fait, j'étais blogueuse mode un peu au top de mon espèce de carrière de blog mode. Ça marchait très bien, j'avais beaucoup de lecteurs, mais j'étais extrêmement malheureuse et c'est très curieux, enfin, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je réussissais, a priori tous les voyants étaient au vert, mais moi j'étais pas bien. Et donc j'ai eu besoin de prendre du temps pour réfléchir. Je suis partie en Inde, ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité. Je suis partie, j'ai fait un voyage en moto, j'ai fait toute la côte ouest de l'Inde en moto, et ça m'a laissé du temps pour essayer de comprendre qui j'étais et pourquoi j'étais pas bien dans ce que je faisais, pourquoi j'avais tout le temps besoin de changer et pourquoi ça marchait pas. Et j'ai lu un livre qui m'a beaucoup aidée. C'était un livre de Julia Cameron. Je sais plus comment il s'appelle en français. C'est The Artist Way. Je l'ai lu en anglais parce que j'avais une liseuse et je pouvais pas transporter sur une moto des tonnes de livres. Et en liseuse, il était disponible qu'en anglais. Et j'ai fait tous les exercices conseillés par ce livre et ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses sur mon fonctionnement. Et ça m'a encouragée à développer ça. Et du coup, chaque opportunité que j'ai eue de faire du développement personnel, je l'ai prise. Et en Inde, j'ai rencontré, alors par hasard ou pas par hasard, des coachs, des sophrologues, des psys, tout un tas de thérapeutes. Je suis allée dans des ashrams. Et donc, à chaque fois, chaque étape du voyage a été une manière d'évoluer. Ou alors, c'est des aventures qui me sont arrivées, et qui m'ont aidé à comprendre des choses sur moi ou sur la vie. Et donc, tout ce temps que j'ai eu, c'était sur 3 mois. Je me suis rendu compte que c'était un temps que tout le monde devrait prendre à un moment dans sa vie pour réfléchir purement au sens et aux choses qui sont importantes, aux valeurs. Mais c'est pas quelque chose qu'on encourage, c'est pas quelque chose qu'on fait. Alors, il y a des gens qui prennent une année sabbatique, qui pour aller voyager, tout ça, mais c'est quand même assez rare. Et donc, je me suis dit, comment on pourrait faire pour vraiment prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça que j'ai fait un programme dans mon livre, parce que c'est vraiment la nécessité de stopper le temps et de prendre ne serait-ce que 15 minutes par jour. Hein. Les exercices que je propose, ils sont pas très longs, mais vraiment de se préserver une bulle pour soi pendant 3 mois, tous les jours. Je crois que c'est vraiment ça qui a été pour moi, en tout cas, le déclic. Ok, et du coup, tu as écrit un livre sur l'ikigai parce que tu avais envie de partager ça. Est-ce que en fait c'est ton métier d'être auteur et tu as plusieurs livres à ton actif, ou bien c'était vraiment quelque chose de ponctuel euh, pour partager l'ikigai? Alors, j'ai déjà écrit pas mal de livres, beaucoup de guides pratiques et de développement personnel, mais plus autour de la mode, comment trouver son style, comment se trouver vestimentairement parlant. C'est mon premier vrai livre de développement personnel. J'avais fait une BD sur le bonheur, mais là, c'est un peu plus recherché. Mais oui, c'est quelque chose de nouveau, d'utiliser mon expérience personnelle. Parce que tant que je parlais de vêtements, de mode, etc., je me basais plutôt sur des connaissances. Là, c'était vraiment mon expérience. Ok. Et quelle est alors ta définition à toi de l'ikigai? Et pour moi, c'est donner un sens qui nous rende heureux et joyeux au quotidien. Donc, c'est donner à absolument tout ce qu'on fait une raison et que cette raison nous donne envie de sauter de joie, mais réellement. C'est-à-dire que c'est pas juste on est content. C'est plus que ça, il y a un vrai élan. Et tu parles d'ikigai, qui est donc un concept japonais. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'utiliser ce mot-là
et ce concept-là japonais plutôt qu'une autre version qui aurait pu être donner du sens à sa vie. Voilà, pourquoi est-ce que tu as choisi d'utiliser clairement le mot ikigai dans le nom de ton livre? Parce que Ikigai, c'est mêler la joie au sens. Et c'est ça que je trouve important. C'est pas seulement donner du sens, c'est donner un sens joyeux, un sens qui apporte de la légèreté, qui apporte du plaisir, qui apporte vraiment un élan. Et pas juste le sens comme on peut l'entendre en Occident, qui est souvent quelque chose d'un peu laborieux. Ok. Alors, tu as déjà un peu répondu à la prochaine question dans ce que tu as dit avant, mais est-ce que tu peux synthétiser pourquoi est-ce que pour toi c'est important de chercher son ikigai? Parce que c'est la clé d'un bonheur, mais pas d'un bonheur idéalisé, magique, etc., parce qu'on aura quand même des soucis au quotidien, mais c'est la clé pour être joyeux dans ce qu'on fait. Et pour être vraiment bien dans ce qu'on fait, quoi qu'on fasse. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Et que ce pourquoi soit quelque chose qui nous rend joyeux, mais du coup, on sera forcément bien tout le temps, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Ok. Bon, bah rentrons dans le vif du sujet de ton livre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du contenu de ce livre, de la méthode que tu proposes, peut-être nous expliquer pourquoi tu as fait le choix de cette méthode-là, comment tu t'y es prise? Mais alors d'abord, j'ai fait pas mal de recherches, mais il n'y avait pas grand-chose en français sur l'ikigai. Et je trouvais vraiment intéressant l'idée de creuser la question de soi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Et donc chercher du sens, ça demande de se connaître très bien. Donc j'ai créé 12 chapitres qui sont 12 aspects qui permettent de mieux se connaître et de mieux savoir ce qui est important pour soi. Et ces 12 chapitres, je les vois vraiment comme des étapes. Il y a une étape qui est sur le minimalisme, qui me tient particulièrement à cœur, parce que on est dans une société où on a tendance à être un peu ce qu'on représente, être un peu ce qu'on achète. Et du coup, le fait de se détacher du matériel permet d'y voir plus clair. J'ai aussi un chapitre sur l'entourage, comprendre qui on est par rapport aux gens qu'on fréquente, aux gens qu'on admire, mais aussi aux gens qu'on jalouse. Souvent, la jalousie, on a une vision négative de la jalousie. En fait, c'est un outil. Quand on est jaloux de quelqu'un, ça nous indique que cette personne se permet quelque chose qu'on ne se permet pas. Et donc, chercher quoi, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment bah, d'être plus heureux parce qu'on va trouver une clé importante en creusant cette question-là. Donc voilà, j'ai fait comme ça des petits chapitres qui sont en deux parties. La première partie, elle est un petit peu théorique. Je explique pourquoi est-ce que c'est intéressant de creuser cet aspect-là. Et la deuxième partie, elle est très pratique. C'est des exercices. Donc chaque chapitre est conçu pour être lu et avoir fait les exercices sur une semaine. Il y a 7 exercices, donc un par jour. On n'est pas obligé de faire vraiment un par jour, on peut les rassembler. Et l'idée, c'est que ce soit pas trop chronophage, mais il faut quand même bien prendre le temps de le faire. Et c'est très important de faire les exercices, sinon ça n'a aucun intérêt de lire ce livre. Donc c'est des exercices assez rigolos à faire et qui sont très révélateurs. Par exemple, il y en a un où il faut lister ses défauts. Et c'est les choses qu'on vous a reprochées, les choses que vous reprochez à vous-même, les choses vraiment qui reviennent tout le temps. Et on prend le pire des pires de ces défauts et on le décortique. Par exemple, prenons quelqu'un qui se juge ou qui a été jugé comme paresseux. J'avais fait un atelier Ikigai avec des ados et j'avais un paresseux. Et donc, on a cherché à comprendre.
Ce paresseux, ce qu'il faisait, en fait, ce que ça lui permettait, parce que c'est ça la question à se poser, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir ce défaut-là? Ça lui permettait de choisir que ce qui était vraiment important pour lui. Le reste, il le faisait pas. Donc, en fait, sa qualité, c'est qu'il sait sélectionner les choses les plus importantes et canaliser son énergie dans ce qui est important, pas la perdre à tout va. Autre chose, je prends l'exemple de ce garçon parce que c'était vraiment édifiant. Il m'a dit que une des choses qu'il préférait dans la vie, c'était faire la sieste. Et on a cherché qu'est-ce qui était important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est que les gens autour de lui puissent être bien et puissent faire leur sieste aussi dans d'excellentes conditions. Et du coup, il réfléchit à une carrière d'architecte ou d'architecte d'intérieur pour créer des lieux dans lesquels on se sente bien et on puisse bien dormir. Donc voilà comment on part de ce qui est censé être un défaut horrible et on arrive à finalement peut-être même une vocation. Ok, je trouve ça super intéressant les exemples d'exercices que tu donnes. Ça me fait un peu penser, donc moi j'ai créé moi-même des exercices pour essayer de trouver son ikigai. Il y en a qui, je trouve, se rejoignent un peu. Comment est-ce que toi, justement, tu as eu l'idée de ces exercices? Bah, j'ai énormément rencontré en Inde de coachs, de sophrologues, de psy en tout genre. Aussi en rentrant à Paris après pour approfondir la question. Et donc j'ai à la fois repris des exercices qu'on m'a proposés, mais en les rendant plus fun, parce que pour moi la part de joie et de fun, elle est vraiment importante dans l'ikigai, en les adaptant aussi à des choses que j'ai découvertes par moi-même, sur des petits accidents de la vie, des choses comme ça que je propose de provoquer d'une certaine manière. Par exemple, il y a un exercice, c'est faire ses propres vacances sans partir en vacances, mais se comporter exactement comme si on était un vacancier pendant une journée complète, mais en allant au travail, en travaillant, en faisant ce qu'il faut faire, mais en ayant l'état d'esprit vacancier, c'est-à-dire, bah, par exemple, je passe devant une boulangerie, ça sent bon, je me dis, ah tiens, je vais aller m'acheter un pain au chocolat, ce que je ne me permets pas en temps normal, mais si j'étais en vacances, c'est ce que je ferais, donc je le fais. Et voilà, et comme ça, à chaque moment de la journée, agir vraiment avec l'esprit vacances. Et ça permet de se rendre compte qu'en fait, on peut tout à fait vivre un quotidien absolument normal, tout en ayant plein de petits plaisirs dans la journée. Ce qui veut dire qu'en fait, les histoires qu'on se raconte, genre il faut être sérieux, il faut faire attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est juste du blabla qu'on se raconte. Et donc c'est assez intéressant de se confronter à ça. Donc c'est parfois voilà, des exercices que j'ai inventés complètement à partir de petites expériences comme ça. Parfois c'est des exercices de développement personnel que j'ai lus dans des livres, que j'ai expérimenté avec des professionnels et que j'ai réadapté. Et puis voilà, en gros c'est à peu près ça. Et tu parlais d'ateliers que tu as fait avec des adolescents autour de l'ikigai. Donc c'est vrai que le format atelier, ça permet de vraiment échanger avec la personne et de creuser avec elle. Moi, je me demande toujours comment, justement, au travers d'exercices, réussir à donner suffisamment d'éléments à une personne pour qu'elle puisse quand même avancer sans un atelier, sans un coach, sans nous, quoi. Est-ce que tu penses que... Enfin, comment tu vois ça, toi, au travers de tes exercices? Comment est-ce que tu fais pour que les gens qui lisent ton livre puissent quand même se débrouiller tout seuls avec ton livre sans avoir besoin de l'atelier? Et chaque exercice est vraiment extrêmement détaillé. L'explication au début est très très claire. Ensuite, il y a toute une liste d'étapes de choses à faire. Et à la fin, il y a un petit point pour être sûr vraiment qu'on comprend bien le but de l'exercice. Donc, en principe, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire entièrement seul et on n'a pas du tout besoin de s'y connaître ou d'avoir déjà vu un coach ou un psy. C'est vraiment des petites choses toutes simples, comme ceux que j'ai donnés en exemple. L'idée de trouver des qualités derrière ses défauts en se posant des questions très précises et qui du
coup vont mener à un résultat. Il y a vraiment à chaque fois des étapes tellement découpées qu'en fait, on est accompagné, presque comme si on était, avec quelqu'un. Après, c'est sûr que si on a des questions et tout ça, c'est pas possible, mais vraiment j'ai essayé de faire le plus clair et le plus découpé possible. Ok. Euh, J'aimerais relier en fait ton livre au sujet de mon projet Les Nouveaux Travailleurs, qui est donc l'épanouissement professionnel plus particulièrement. Moi, je différencie l'épanouissement personnel de l'épanouissement professionnel, même si c'est un tout, mais dans le sens où c'est aider les personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur travail à se sentir mieux. Et quand j'ai fait ma fameuse méthode sur l'ikigai, c'était surtout dans cette optique-là. Donc c'est pas tellement quelque chose de global pour moi. Je l'ai pris vraiment en pointant sur comment trouver un travail dans lequel on se sent bien, dans lequel on est épanoui. Toi, comment est-ce que tu vois justement le lien entre épanouissement professionnel et l'ikigai? Mais justement, en fait, le fait de trouver qui on est et de se donner un sens, donner du sens à ce qu'on fait et un sens qui soit joyeux, mais ça s'applique au travail. Et d'ailleurs, c'est le domaine effectivement où c'est le plus intéressant de l'appliquer parce que c'est là que ça va permettre soit de trouver un travail plus adapté et d'être mieux, soit de rester dans son travail, mais de savoir pourquoi on le fait et d'être bien. Donc, on pense souvent quand on cherche son ikigai que ça va complètement bouleverser son existence. C'est vrai dans le sens où on va être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête et savoir mieux pourquoi on fait les choses. Mais c'est pas vrai qu'il va falloir forcément démissionner ou changer de boîte ou carrément changer de carrière. En fait, l'intérêt de l'ikigai justement, c'est que c'est tellement l'essence de ce que vous êtes que du coup, quoi que vous fassiez, vous avez une façon de le faire qui est la vôtre et qui est unique. Et du coup, ça permet soit de tenir le coup dans un travail qui finalement globalement est pas hyper intéressant, mais euh, d'avoir du sens et de savoir pourquoi on le fait. Par exemple, on peut avoir un travail qui soit fatigant, pas très intéressant, mais très bien payé, et on le fait parce que on a envie d'avoir cet avantage-là et que c'est très important dans le sens qu'on met dans la vie pour nous je sais pas, d'acheter un très bel appartement, par exemple. Et à ce moment-là, le travail en soi n'est pas épanouissant, mais quand on sait que la raison pour laquelle on le fait est vraiment essentielle pour nous, parce qu'elle correspond à des valeurs, de besoin de sécurité, de besoin de vivre dans un bel endroit, mais du coup, on nourrit son travail de cette motivation-là. Après, l'ikigai, ça peut aussi révéler que vous êtes un petit peu à côté de la plaque parce qu'effectivement, vous avez choisi un métier qui vous permet pas d'utiliser vos capacités et de respecter vos valeurs. Et là, à ce moment-là, effectivement, il faut réfléchir à un changement de carrière. Mais grâce à l'ikigai, ça va être beaucoup plus facile d'y voir plus clair parce que vous allez savoir exactement de quoi vous avez besoin. Et en cherchant une entreprise, vous allez aussi pouvoir éliminer celles qui ne correspondent pas à vos valeurs. Vous allez pouvoir trouver avec lesquelles vous avez le plus d'affinité. Et finalement, vous serez aussi plus apprécié et plus facilement embauché par une boîte avec laquelle vous avez un maximum d'affinité. Et est-ce que tu aurais des conseils, au-delà du fait de chercher son ikigai, mais peut-être un peu plus précis ou autre, des conseils à donner à justement ces personnes qui sont en quête d'épanouissement professionnel? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de lister ses talents, en fait. Parce qu'on a tous des talents qu'on ne voit pas et qu'on a tendance à ignorer ou à mépriser un petit peu parce que justement, c'est des choses qu'on sait tellement bien faire qu'on pense que tout le monde sait le faire et que ça n'a pas de valeur. Donc,
quand on arrive à trouver quelles sont nos forces, quels sont nos talents, c'est là qu'on peut avoir une meilleure idée de ce qu'on peut offrir à une boîte ou même à la société en montant sa propre boîte, etc. Donc vraiment, je pense que la priorité quand on n'est pas bien dans son travail ou quand on a envie d'y voir plus clair, lister ses talents. Comment on fait pour lister ses talents? Il y a plusieurs pistes. Ça peut être demander autour de soi, parce que ce qu'on ne voit pas nous, souvent les autres le voient. Ça peut être lister les choses pour lesquelles on nous a fait des compliments, sans vouloir compartimenter au travail, parce que on a pu vous faire des compliments sur à quel point votre appart était bien rangé et bien organisé, ce qui pourrait vouloir dire que vous avez un talent d'organisation qui peut servir au travail. Donc c'est intéressant de ne pas compartimenter cette recherche-là, parce qu'il y a des qualités que vous utilisez peut-être pas au travail, mais que vous avez. Donc cherchez ces talents et cherchez ces talents les plus forts. Donc ceux qui reviennent, les compliments qu'on vous a le plus fait. Puis il y a les choses qui vont vous apparaître parce que il y a un exercice que je donne dans le livre pour trouver son Ikigai qui est vraiment intéressant à faire dans cette démarche-là. C'est de lister vos 3 métiers de rêve. C'est des métiers dans cette vie, vous les ferez pas parce que c'est trop tard, parce que c'est pas possible pour des raisons physiques ou pratiques. Mais c'est des métiers qui vous font complètement fantasmer. Ça peut être danseuse étoile, acrobate, scientifique, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Et en fait, à partir de ces métiers-là, ce qui est intéressant, c'est de chercher quelles sont les qualités des gens qui font ces métiers. Donc si on prend par exemple la danseuse étoile, ben, il y a la volonté, il y a la persévérance et il y a la discipline. Donc lister comme ça les qualités qui sont liées à l'image qu'on peut avoir de ces métiers-là. C'est pas forcément des qualités qui sont réelles, ça peut être des qualités qui sont complètement subjectives de votre part, mais c'est ça qui est important. Et donc quand vous avez fait cette liste de qualités, 9 fois sur 10, et vraiment ça marche, j'ai fait des tonnes d'ateliers et 99,9% des gens, ça collait. Cette liste de qualités, en réalité, c'est des qualités que vous avez. Vous les avez, mais soit vous les exploitez pas, soit vous les reconnaissez pas en vous. Je vous aurais demandé de faire une liste de vos propres qualités, vous n'auriez jamais mis ça, mais en y réfléchissant, en fait, vous les avez. Donc ça, c'est un moyen très révélateur pour trouver ses talents. Génial. Merci beaucoup pour ce conseil et ce petit exercice. Donc toi, avant d'écrire le livre, tu as travaillé sur ton propre Ikigai. Est-ce que tu pourrais partager avec nous en une phrase ou deux ce qui pour toi est ton Ikigai ou traduit ton Ikigai? Alors, mon Ikigai, c'est de découvrir et d'explorer de nouvelles façons d'être heureux, d'être bien dans sa vie et de les partager. Il y a la notion aussi de beau, qui est très importante, la notion d'esthétique. Donc, le partager, soit dans un beau livre, soit, par exemple, j'aide pas mal de gens à trouver leur style, parce que c'est beaucoup moins superficiel que ce qu'on peut imaginer. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on s'habille, on dit quelque chose. Et ce quelque chose compte, même si c'est j'en ai rien à faire. C'est quand même quelque chose qu'on dit. Donc c'est intéressant de se pencher sur la question. Et voilà, l'aspect esthétique pour moi est très important et n'est pas si léger qu'il en a l'air. Ok, merci beaucoup Caroline pour ce partage à nouveau et merci beaucoup pour toutes tes réponses aux questions. J'ai personnellement trouvé ça très intéressant, j'espère que les personnes qui auront écouté aussi. Donc je te remercie et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez retrouver Caroline sur son site carolinedesurani.com.
Donc sur Annie, c'est avec un N et un Y. Et vous pouvez également retrouver ma méthode Ikigai sur lesnouveautravailleurs.fr. Vous avez une petite zone de recherche sur la droite. Vous tapez Ikigai, I-K-I-G-A-I, et vous tomberez sur tous les articles qui traitent de ce sujet. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.